donc, comme vous l'avez vu dans le film, on a encensé l'histoire de Médecins sans frontières comme étant le fruit d'un mariage entre un journaliste et un médecin. Quand MSF est né en 71, les journalistes étaient en manque de professionnels d'expérience sur le terrain qui pourraient raconter d'une autre manière les images qu'ils pouvaient démontrer. Et avec des médecins, ils avaient l'occasion non seulement de pouvoir décrire ce qui se passait, mais montrer une réponse aux souffrances immédiatement. Donc les images qui déferlaient dans les salons de nos grands-mères, de nos mères ici, étaient accompagnées du sauveteur, celui qui allait sauver des vies humaines. Et ça, pour un journaliste, c'est formidable. Donc on montre la souffrance, on montre immédiatement une réponse. C'est un gros sujet médiatique. L'histoire de la médecine, c'est évidemment, vous le savez certainement, une science particulièrement noble, puisqu'elle a théoriquement le pouvoir de sauver, d'éviter la mort ou une mort prématurée des gens. Donc on a héroïsé cette profession, on a héroïsé cette fonction de Médecins sans frontières qui intervenait alors que jusqu'à présent, les organisations humanitaires travaillaient très bien, certainement très bien, mais n'avaient pas cette capacité à pouvoir montrer la réponse immédiate à la souffrance. Et en plus, ces médecins ont décidé d'arrêter de faire ce qui était fait en général. Au début, dans le film, on voit notamment M. Kouchner, qui est un personnage connu, qui est un des fondateurs de MSF, il s'est fait jeter de MSF en 79. Ces médecins s'étaient engagés avec le CICR pour apporter leur secours, faire des gestes techniques de sauvetage de victimes de la guerre du Biafra, mais ils se sentaient profondément contraints par les règles du CICR qui imposent la confidentialité. Selon le CICR, et surtout à cette époque-là, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se faire accepter, ça veut dire qu'on accepte qu'on se taise, et c'est la condition sine qua non pour pouvoir être présent sur le terrain. Les médecins comme Kouchner ont dit, oui, mais ce que l'on fait, c'est bien, en tout cas on va sauver quelques vies aujourd'hui, mais si le monde ne sait pas ce qui se passe ici, il n'y aura jamais personne qui va arrêter la guerre, il n'y aura jamais personne qui va pousser les belligérants à humaniser la guerre ou à faire attention à tuer un petit peu moins de victimes collatérales de leur combat. Donc ils ont dit, nous on claque la porte du CICR et on crée une autre association. C'était dans l'air du temps, ça a fonctionné parfaitement bien, quoi qu'il a fallu un certain nombre d'années, mais ça a fonctionné à un point tel qu'à MSF, quand moi j'ai commencé il y a déjà un certain nombre d'années, on disait MSF a deux types d'activités, c'est l'action médicale et le témoignage, le fait de parler de ce que l'on voit. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Ça a créé un certain romantisme au sein de MSF en disant MSF, nous sommes fiers non seulement pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on dit et pour la manière dont on est perçu de partout. Et quand on a reçu le prix Nobel de la paix, pensez bien qu'à MSF, on était tous très fiers en se disant mais bon, d'abord c'est un peu bizarre qu'on reçoive le prix Nobel de la paix parce qu'on n'a rien à faire avec la paix. Nous, on est une bande de médecins ou de gens qui aident les médecins à pouvoir faire leur fonction, mais en aucun cas des faiseurs de paix. Ça, c'est pas notre business, ça c'est le rôle de politicien. Le fait qu'on l'ait reçu, c'est très bien, ça nous a permis d'avoir une réputation, de pouvoir continuer à ramasser beaucoup d'argent. Ça étant, donc, depuis que MSF est né, effectivement, on a pris énormément de paroles pour dénoncer un certain nombre d'exactions qui étaient sur le terrain. Et au fur et à mesure de l'expérience, on a peut-être et probablement fortement changé la manière dont on aborde la prise de parole. Parce que c'est le fruit d'expérience, donc chaque fois qu'on prend une prise de parole à MSF, il y a d'énormes débats en interne, des portes qui claquent parce que les gens ne sont pas d'accord, ne sont pas aussi sensibles, ne sont pas d'accord sur les mots qui vont être choisis pour dénoncer une situation. Certains disent, mais si on dénonce, on risque de se faire jeter, si on dénonce, on risque de se faire mal voir, puis on est des médecins, on n'est pas des journalistes, il faut savoir quel est le rôle de chacun et s'en tenir à ça. Donc ça amène à d'énormes débats et chaque fois qu'il y a une querelle au sein de la famille MSF, c'est toujours à propos des prises de parole. C'est toujours très sensible. Et c'est simplement parce qu'on vit en temps réel, et donc on n'a pas nécessairement tout le recul nécessaire pour pouvoir analyser la situation et donc on doit prendre des risques. C'est rassemblé. C'est les gens de terrain. Là-dedans, il y a un paquet de médecins. En fait, à MSF, il y a 50% des gens qui sont médicaux, paramédicaux, et 50% qui sont des gens comme moi, qui n'ont plus de compétences médicales, et on fait ce que les médecins ne peuvent pas faire. Comme ça, ils peuvent passer toute leur énergie à faire le médical.
Donc faire la paperasse, faire des négociations, faire la représentation, faire la comptabilité, des choses comme ça. Chacun dans l'organisation a une confrontation avec la réalité des terrains sur lesquels on est. Donc si on est logisticien, faire des distributions de nourriture, distribution d'eau, de matériel pour les personnes déplacées, on est confronté à la réalité de ces gens-là aussi. Le médecin, il a cette particularité que théoriquement, il est enfermé dans une pièce avec un patient qui devrait avoir totalement confiance en lui pour pouvoir exprimer tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu. Donc le témoignage de MSF se construit au départ de l'expérience de l'ensemble de ces gens. Et c'est ça qui est ramené autour de la table des soirées à MSF sur le terrain sont en général très pleines de débats, de dynamisme, où chacun ramène un peu son expérience et c'est de là que se forge l'idée de ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'on est en train de faire, ce qu'on en entend est totalement inacceptable, il faut faire autre chose que simplement dispenser de l'aide. La Syrie. Dernièrement, vous avez tous entendu parler de l'utilisation de ce qu'on appelle des armes chimiques dans la banlieue de Damas. À MSF, on n'est pas présent dans les zones gouvernementales de Syrie parce qu'on n'a jamais reçu les autorisations. On négocie en permanence, on demande, mais on n'obtient pas. On ne peut agir là que la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge aidé par le CICR et certaines agences de l'ONU. Nous intervenons là où on ne peut pas nous empêcher d'intervenir, donc dans ce cas-ci, ce serait dans toutes les zones rebelles. Simplement que les rebelles, ou certains groupes rebelles en tout cas, ont une acceptation de MSF un peu plus grande que le régime de Bagdad. Mais on essaie néanmoins de fournir en matériel et en médicaments des hôpitaux qui se trouvent en zone gouvernementale. Et c'est parce qu'on a reçu des appels alarmistes de personnel médical de ces hôpitaux disant on est débordé, il nous faut de l'atropine, il nous faut un certain nombre de matériaux qui correspondent bien à des problématiques liées à l'usage d'armes toxiques, qu'on s'est rendu compte, au plus les informations données, les chiffres donnés, qu'effectivement il y avait indéniablement quelque chose. C'était un énorme débat en interne de l'MSF, savoir est-ce que l'on va divulguer ces informations. Ce n'est pas nous qui l'avons vu. C'est par téléphone que l'on entend dire de personnel médical syrien qu'il y a énormément de problèmes. Les chiffres parlaient de milliers de gens qui avaient été atteints, intoxiqués, de minimum 400 morts. D'habitude, MSF ne parle que quand on parle de ce que l'on connaît, de ce que l'on a vu nous. Nous, c'est-à-dire notre personnel international, national, mais des gens MSF. Comme ça, on essaie de garder une certaine crédibilité ou légitimité de la parole. Mais vu que le discours qui était autour des armes chimiques, l'utilisation des armes chimiques ici en Europe, disons dans le monde occidental en particulier, commençait à s'évanouir, on s'est dit, là on a quelque chose à faire. Nous sommes détenteurs d'une information, nous avons totalement confiance dans ceux qui nous l'ont fournie, on va la mettre sur la place publique. À la limite, le débat qui était est-ce que nous sommes crédibles, est-ce que c'est à nous de parler de cela, est-ce que, puisque nous n'avons pas vu nous-mêmes, est-ce qu'on colporte pas, on ne risque pas de colporter des rumeurs. Ça c'était une partie du débat. L'autre débat c'est, mais si on dit ça, jamais M. Bachar el-Assad et ses copains vont accepter qu'on intervienne dans le reste du pays. Donc nous empêchons nous-mêmes de pouvoir éventuellement un jour rapporter une assistance aux personnes. Et puis, ce dont on avait extrêmement peur, c'est de la manipulation de notre message. Il n'a pas fallu plus de 12 heures pour que John Kerry, le secrétaire d'État américain à la Défense, utilise l'information de la MSF pour dire qu'il y a eu utilisation des armes chimiques, il y a eu des rapports, d'ailleurs Médecins sans frontières vient de le corroborer, il faut qu'on intervienne militairement dans cette situation. C'est pas notre rôle de dire s'il faut intervenir militairement. On a peut-être tous des idées personnelles de ce qu'il faudrait pouvoir faire, mais en tant qu'humanitaire, on ne peut pas se permettre de dire ça. L'expérience nous a montré, aussi dans le film on parle de Rwanda, à plusieurs reprises, on a pensé faire appel à des forces armées parce que la violence était totalement indescriptible sur le terrain. On s'est rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de sens ou pas beaucoup d'impact positif. Soit une intervention militaire n'apporte pas la paix ou satisfaction par rapport à ce qui était demandé, soit la manière dont elle est faite amène autant d'impact négatif que d'impact positif. Donc la peur de la manipulation fait qu'en général on essaie de tourner la langue 2 à 3 fois, pas cette fois, mais 2 à 3 fois avant d'éventuellement dénoncer une situation. Et ça c'est l'expérience qui montre que toute prise de parole nous amène à un risque de manipulation. Donc monétisation, on ne contrôle pas. C'est comme les réseaux sociaux. Vous sortez quelque chose sur les réseaux sociaux, ça peut se divulguer dans le monde entier, vous n'avez plus aucun contrôle sur ce qui va sortir. Et le problème, c'est qu'éventuellement, ça va être utilisé contre nous ou contre l'idée même qu'on voulait faire passer.
Alors, en général, partout on intervient, on a des accords pour pouvoir intervenir. On est obligé de passer par des relations internationales qui ont décrit le monde en différents États souverains qui peuvent décider qui a le droit ou non de rentrer sur leur territoire. Donc on négocie des accords et on négocie des accords en disant qui on est. Si jamais les gens ne le savaient pas, ils sont obligés de l'apprendre. En général, ils le savent déjà assez bien. Mais c'est la valeur ajoutée que l'on apporte en matière médicale qui va faire qu'éventuellement ils vont accepter notre présence. C'est jamais de gaieté de cœur, puisque ça veut dire que les autorités en charge acceptent qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de survenir aux besoins de leur population. Mais la pression internationale et puis l'idée de pouvoir l'utiliser pour montrer qu'ils font quelque chose pour la population va faire qu'en général ils acceptent. De plus en plus, ce qui se passe, c'est que les États sont en train de trier le type d'acteurs qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. On a été confronté pour la première fois, si je ne m'abuse, en 2009 au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a eu une guerre pendant de nombreuses années entre les Tigres Tamouls et le gouvernement central. Ça a duré des décennies. En 2009, c'était la fin des Tigres Tamouls, donc une petite poche de résistance avec 50 000 civils pris au piège. Tous les humanitaires du monde entier essayaient d'être dans les corridors pour pouvoir intervenir, et le gouvernement disait non. C'est une guerre contre le terrorisme, c'est l'argument qui est de plus en plus utilisé. On va tuer les terroristes, donc c'est normal qu'il y ait un peu de boucherie. Après, vous pourrez venir éventuellement soigner les blessés. Si on accepte quelqu'un, ça veut dire qu'on leur fait signer un contrat, un mémorandum of understanding, comme dans tous les pays. Mais là, ils avaient rajouté une clause, c'était on ne peut en aucun cas s'exprimer sur ce que l'on voit sans obtenir l'accord préalable des autorités. Le MSF a signé cet accord-là, en disant ouais, mais bon, de toute façon, si jamais on voit quelque chose qui ne plaît pas, on ouvrira quand même notre grande bouche parce qu'on ne sait pas résister. C'est arrivé. À MSF, des gens très intelligents, comme il peut y en avoir partout, ont décidé de poster sur les sites internet de section MSF des témoignages de ce qui se passait dans les camps d'internement, là où les derniers Tigres Tamouls, les populations civiles avaient été enfermées, le temps que les autorités fassent le screening entre les bons et les mauvais, ceux qui pouvaient être relâchés et ceux qui devraient être enfermés. Des témoignages quasiment anodins, parce qu'ils n'étaient pas première main, ils étaient interdits effectivement de rentrer dans ces camps d'internement. Donc c'est pas de nouveau des témoignages de personnes qui ont vu eux-mêmes, donc ce n'est pas nous-mêmes, ce qui se passe dans les camps. Des témoignages relativement anodins, mais qui ont été portés à la connaissance des autorités sri-lankaises. Le personnel médical du Sri Lanka qui travaillait dans les camps, qui travaillait pour le ministère de la Santé, ont été profondément choqués que le MSF se permet de décrire une situation où aucun service de soins n'était offert, ou aucun service de soins correct n'était offert, alors qu'eux, ils se décarcassaient et faisaient plus que leur boulot pour essayer d'apporter une réponse aux souffrances dans ces camps. Avait-il tort ou raison? J'en sais plus, je crois rien. Toujours dit que le gouvernement s'est fendu d'une lettre à l'ANSF pour dire ce que vous avez fait avec cette là, vous avez signé des accords. Donc maintenant, vous allez publier sur votre site un démenti pour expliquer que vous avez raconté des choses qui ne sont pas nécessairement conformes à la réalité. Le problème, c'est qu'ANSF l'a fait. Donc pendant une semaine, il y a eu un avis qui a disparu après une semaine, heureusement, qui démontrait qu'effectivement, nous demandions pardon aux autorités pour avoir fait quelque chose qui n'était pas en accord avec les accords que nous avions signés. Je crois que c'est le seul cas connu où MSF accepte de signer le fait que l'on va se taire. En général, ça fait partie des négociations. Dans l'acceptation du fait qu'on est une organisation qui ne va pas prendre parti au conflit, c'est pas notre business, donc on est neutre, on est impartial, ça veut dire qu'on soignera n'importe qui, et on reste indépendant, jusque dans l'acceptation des fonds qui nous permettent de travailler, on va veiller à ce que l'argent ne vienne pas de belligérants, quels qu'ils soient. Et en général, ça passe. Non, non. Cela étant, pour qu'éventuellement, avec la pression internationale, parce que MSF négocie, mais on ne le fait que dans un environnement où il y a quand même une pression sur M. Bachar al-Assad pour accepter les inspecteurs de l'ONU, par exemple. Donc il y a une pression qui ferait qu'éventuellement il y aurait certaines ouvertures et peut-être qu'ils vont me proposer une clause ainsi. Après, c'est à nous de déterminer si on accepte cela. Donc si on risque de le respecter déjà, mais si on accepte le principe de signer quelque chose qui est contre notre tradition de pratique sur le terrain. Et on le fera vraisemblablement en fonction de l'évaluation des besoins. Si les besoins sont importants, c'est plus important d'aller soigner et sauver des vies que de parler, éventuellement, sachant que tout le monde parle de série aujourd'hui. Donc c'est pas une zone sur laquelle il y a un silence total.
on ne parlerait que si on avait vraiment une valeur ajoutée ou si on devait décrire quelque chose qui n'est pas décrit par les autres, ou décrit différemment, quand il y a un peu de propagande de la part des acteurs. Comme quand M. Bush, le fils, en Afghanistan, racontait que son armée était là pour notamment en 2001 pour apporter de la nourriture quand il y avait des largages de nourriture au-dessus de l'Afghanistan pour ces pauvres paysans afghans qui fouillaient les combats. Il oubliait de dire qu'au même moment, ces avions étaient en train de bombarder les entrepôts du CICR où il y avait de la nourriture pour éviter que cette nourriture tombe en main des talibans, pour que les talibans ne puissent pas donner de nourriture à la population. Donc là, MSF s'est senti obligé de dire, écoutez, M. Bush, c'est très gentil, mais ne dites pas que vous faites une guerre humanitaire, vous faites une guerre humanitaire, c'est notre histoire, là, c'est notre affaire, c'est l'affaire des gens qui font des secours. Une guerre, c'est une guerre pour tuer, et vous assumez vos prises de position. Donc essayez d'éviter d'utiliser ce terme comme tous les politiciens font aujourd'hui. Kouchner, bien sûr, mais aujourd'hui, il n'y a pas un politicien, il n'y a pas une université qui ne va pas parler d'humanitaire parce que c'est bien. C'est considéré comme étant bien. Malheureusement, la réalité n'est pas toujours claire. En Afghanistan, on a atteint un comble tant qu'à faire. On a atteint un comble dans l'idée que l'aide est l'arme de guerre. La guerre en Afghanistan, qui sont sans doute perdus pour les forces coalisées, c'est pas le but. Le but n'est pas de tuer les talibans. Le but, c'est d'éviter que la population ne soit d'accord avec les talibans. Donc, ils utilisent l'aide pour acheter le soutien de la population civile. Ça ne fonctionne pas très bien, donc on peut supposer qu'ils vont partir avec ils vont partir en perdant les armes. Donc, l'idée de prendre la parole est un débat toujours très chaud à MSF parce que ça amène énormément de risques. Donc, je parlais déjà de la manipulation. Je dois parler aussi des moments où on se trompe complètement dans ce que l'on dit. On est en temps réel. Donc quand on évalue ce que l'on voit, on peut éventuellement n'avoir qu'une petite partie de la réalité et se tromper complètement. Ou bien, on va flirter avec les limites de ce en quoi on est légitime de parler. Quand un des médecins qui est dans la vidéo, M. Bradol, dit qu'au Darfour, il n'y a pas de génocide, en fait, il sort totalement de son rôle. Qui est-on pour décider qu'il y a un génocide ou pas? C'est un truc de juriste, ça. Nous, on voit qu'il y a des massacres, on voit qu'il y a des gens qui souffrent. Ok, d'accord, mais c'est pas à nous de dire qu'il y a un génocide. Donc, MSF, là, c'était une prise de bec et une bagarre, même si l'histoire retiendra que, selon MSF, il n'y avait pas de génocide au Darfour à l'époque. Donc, on risque profondément de se tromper, et si on se trompe, on perd la crédibilité. Si on perd de la crédibilité, on perd de la réputation, et on perd des sources de financement, inévitablement. On risque de se faire expulser. Dans l'histoire ici, dans le film, on parlait de l'Éthiopie, où MSF était la seule organisation, avec des petites organisations de jésuites, si je ne m'abuse, qui dénonçaient les déportations massives de population, où en fait les autorités éthiopiennes attiraient les gens avec l'aide humanitaire, une fois qu'ils étaient autour des centres nutritionnels, pour qu'ils les mettaient dans un camion pour les déporter. Donc MSF dénonce, se fait expulser. En 2010, si je ne m'abuse, MSF France s'est fait expulser du Niger, où il y avait aussi une famine, en tout cas un problème de malnutrition suffisamment chronique pour dire qu'il y avait des dizaines de milliers de gamins à prendre en charge en quelques mois. MSF s'est fait expulser, mais là vraisemblablement parce que la manière dont on a parlé de la crise, on est rentré dans un débat politique qui nous dépassait profondément, mais un débat politique au sein de la nation nigérienne, et on a utilisé des termes qui sont totalement inacceptables, politiquement incorrects, comme famine. Donc les autorités peuvent se permettre de dire MSF, merci, on n'a plus besoin de vous, on se débrouillera autrement, même s'il n'y a pas nécessairement grand-chose qui remplace ceux qui partent. La sécurité est indéniablement un problème. Vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, les humanitaires sont cibles d'attaques. Avant, c'était parce que on représentait de l'argent qu'on avait dans la poche et c'est toujours intéressant. C'était éventuellement un message politique. De nos jours, kidnapper un humanitaire, c'est un message qui a une portée beaucoup plus importante que si on kidnappe un militaire ou un monsieur touriste n'importe où. Donc si on commence à déplaire aux gens, aux combattants, parce qu'on se permet de les critiquer ou de critiquer ce qu'ils font, on s'expose à des risques indéniablement plus importants. Mais il y a surtout le risque d'être profondément inaudible. Je ne sais pas si vous savez, mais MSF sort au minimum un communiqué de presse par semaine. Ce n'est pas toutes les semaines qu'on voit MSF dans les journaux. Donc il y a indéniablement une abondance d'informations. Et quand on voit les centaines, on voit les milliers, on parle de plus de 6000 ONG internationales qui émettent eux-mêmes des communiqués de presse à tout bout de bras,
Si on fait le parallèle avec d'autres organisations qui se mettent à faire de la communication sur les crises dans lesquelles on a l'habitude de travailler, comme les organisations des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, qui avant ne faisaient pas de la communication comme ils le font, mais parce qu'ils se sont développés, parce qu'ils ont choisi ce mode de fonctionnement aussi pour vendre leur combat, eh bien on se retrouve avec des méandres de discussions, de rapports, de communiqués de presse. Il n'y a plus rien qui ressort là-dedans. Cette expérience fait dire à MSF qu'il faut peut-être restreindre un petit peu la prise de parole et ne le garder que quand on a choisi de parler. On ne se sent pas forcé de parler, on ne choisit pas. C'est un risque à plusieurs égards. Donc il y a le risque de ne pas avoir des autorisations, comme aujourd'hui en Syrie. Mais c'est tout le monde, c'est pas que MSF. Donc à la sorte, le CICR et 3 agences des Nations Unies. C'est ce qui n'empêche pas que MSF va passer par la fenêtre. Si on nous empêche d'aller par la porte, on rentrera par la fenêtre. On ne le fait pas systématiquement. Aujourd'hui, on a plusieurs hôpitaux qui fonctionnent dans les zones tenues par les rebelles. On soutient un certain nombre de structures hospitalières officielles ou non officielles dans les zones gouvernementales. Donc on va chercher d'autres moyens pour pouvoir travailler éventuellement. Le tout, c'est de pouvoir se dire quand est-ce qu'on accepte l'inacceptable, jusqu'où il serait acceptable de travailler sans parler, sans décrire, sans éventuellement montrer notre pure indignation. Il n'y a rien de plus fort qu'un médecin qui parle de l'ensemble de ses patients qu'il voit, qui le remet sur pied pour aller se faire trouver la peau immédiatement après. Il n'y a rien de plus puissant comme message pour essayer de choquer et essayer de créer une réaction. Mais le risque est là. Si on regarde avec le temps, en fait, aujourd'hui, notre problème pour pouvoir accéder au territoire, c'est pas trop les États, c'est des organisations nébuleuses comme Al-Qaïda. Si MSF s'est retiré de Somalie il y a quelques semaines, c'est parce qu'on estime qu'il n'y a vraiment pas moyen de travailler. Là, on est véritablement ciblé, on n'a surtout aucun interlocuteur avec lequel négocier. Les États, on peut négocier avec des moyens divers et variés, des pressions directes ou indirectes. Il y a toujours moyen d'espérer pouvoir obtenir un espace de travail par lequel on va démontrer qu'on n'est là que pour faire du travail humanitaire. Mais avec Al-Qaïda, par exemple, il n'en est pas question. Donc intervenir au Niger, dans le nord du Niger, au Mali, là où AQMI est actif, en Somalie, là où les Shebabs sont actifs, dans certaines zones tribales du Pakistan, de l'Afghanistan, on n'intervient pas. Parce qu'on n'a personne avec lequel négocier. Ils ne veulent pas négocier puisqu'on n'est pas des humanitaires, on est avant tout des Occidentaux, une organisation occidentale, notre principe est mis à la base. Comment ça va évoluer, je ne sais pas. Mais on peut dire que l'humanitaire est en danger, quelque part. Un certain humanitaire est en danger, un jour. Prendre la parole, ça veut dire qu'on doit accepter d'éventuellement déplaire. Si on regarde dans le monde des ONG ou des humanitaires en général, rares sont celles qui peuvent se permettre de s'aliéner leurs bailleurs de fonds. Donc, à oser dire au gouvernement suisse ou à la société suisse un certain nombre de choses qui se passent sur ce territoire ont une influence négative sur la capacité aux gens d'accéder au traitement, les exemples de Novartis qui étaient repris dans nos vidéos, ça veut dire qu'on est capable d'éventuellement choquer, éventuellement de se passer d'un certain nombre de sources de financement. Quelles sont les ONG aujourd'hui qui peuvent faire ça? Éventuellement World Vision, qui est la plus grosse ONG internationale, si je m'abuse, protestante, américaine, qui dépend de l'argent des bons chrétiens qui vont au temple pour prier. Il y a MSF qui, heureusement, a la chance d'avoir 90% ou 90% de ses fonds publics, monsieur, madame, tout le monde dans la rue, plutôt que des gouvernements, mais les autres dépendent fondamentalement des gouvernements. Donc, oser déplaire à son bailleur de fonds, ça veut dire se couper l'herbe sous le pied, ça veut dire être incapable de faire du travail. C'est indéniablement un facteur qui restreint l'envie et les velléités d'un certain nombre d'organisations à s'exprimer sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils expérimentent sur le terrain.
l'image des médecins qui sont dans la population générale, c'est que j'ai l'impression vraiment que ça, c'est que celui qui insiste dans la publicité, dans la médiatisation. Moi, il faut écouter des gens comme vous, précisément, là, la vie est un petit peu plus modérée, un petit peu plus nuancée. Mais dans lequel les gens ont l'impression que l'image que les messages veulent faire passer, ils jouent quand même beaucoup sur cette position-là. Et nous, on est dénonçons, et c'est moi, c'est beaucoup plus clair. Parce que la population est plus claire. Bien sûr. Mais ce sera valable que quand on marque un but. Ce sera valable que si on ne se trompe pas. Quand par exemple, en 2004, après 4 jours suite au tsunami, on dit arrêtez de nous donner de l'argent, c'est un énorme pari qu'on a fait. D'ailleurs, on s'est fait préciser par tous nos collègues des ONG en général, des humanitaires du monde entier, parce qu'on a tué notre vache à lait. On a estimé, nous, qu'en fonction de notre éthique, de nos considérations et surtout de la formation qu'on avait, il ne fallait plus nous donner d'argent. C'est un énorme risque. La plupart des gens ont compris. Et aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir le sortir, évidemment, celle-là. On va le dire à tout le monde et surtout à nos collègues des autres organisations. Mais c'est un pari qu'on a pris. On aurait pu se planter lamentablement. En fait, le donateur au tsunami, s'il a donné de l'argent, c'est parce qu'il se sentait en phase avec cette souffrance. Le tsunami, ça représentait la plus grosse catastrophe suédoise depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il n'y a jamais eu autant de Suédois qui sont morts au même moment. Donc, le peuple suédois était fondamentalement solidaire avec les victimes de ce tsunami. Puis qui n'a pas rêvé, ou n'est allé en vacances sur ces côtes paradisiaques de Thaïlande et du coin, il y a eu un énorme élan de sympathie, et c'est pas que ceux qui sont payés pour aider disent non, merci, on n'a pas envie de votre argent. C'est un énorme pari. Ce qui a été fait pour l'histoire, on a recontacté chaque donateur pour dire voilà, nous estimons en fonction de ce qu'on a évalué comme besoin que ce qui est à faire est déjà largement couvert par l'argent qu'on a reçu. Est-ce que vous acceptez qu'on utilise votre argent pour une autre crise que celle de l'océan Indien? 90%, pardon, Suisse, 93% des gens, je suis belge, mais j'ai pris l'habitude, j'habite en France, donc je suis un peu biaisé. Plus donc de 90% des donateurs ont dit ok, parfait, on comprend, allez-y. Les autres, on leur a rendu leur argent. Mais ça veut dire qu'on a fait cette démarche active et pris le risque de se planter. Quand on dit en Syrie, on parle de centaines de morts dues à un agent toxique qu'on n'a pas vu nous-mêmes, on prend le risque de se faire manipuler ou de raconter une fausse vérité. Si le jour où on perd notre réputation, c'est fini, nos grands-mères vont arrêter de nous donner de l'argent. Donc il faut savoir que c'est en temps réel que ça se passe. Aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'on était les seuls en Éthiopie à dire que c'était un scandale ce qui se passait, mais à ce moment-là, c'est sur base de témoignages, sur base d'une dizaine de personnes qui étaient sur le terrain pour faire un jugement et qu'on ose prendre cette prise de parole. Alors c'est vrai qu'on joue avec ça, évidemment, bien sûr. C'est notre réputation, on la cultive là-dessus. D'ailleurs, on cultive le fait qu'on est une organisation d'urgence alors que plus de 60 à 70